On est en 2026 et j'entends encore beaucoup trop cette phrase: «Docteur, je vais commencer un régime». Et à chaque fois, je sais déjà comment ça va finir. Pas parce que la personne qui me dit ça est faible, pas parce qu'elle manque de volonté, parce que le problème, il est dans le mot en lui-même. Alors attention, j'adore quand mes patients ou mes proches veulent prendre soin d'eux. Le problème, c'est le mot régime et tout le business qui tourne autour. Et pour t'expliquer, je vais te présenter quelqu'un. Cette personne, elle va nous servir de fil rouge pour la vidéo. On va dire que c'est une femme de 35 ans, une collègue à moi, qui a fait des belles études, qui a une belle carrière, qui a à peu près tout réussi dans la vie, sauf la gestion de son poids et de son rapport à l'alimentation. Je précise, je prends volontairement une femme comme exemple, parce que c'est une statistique, les femmes sont beaucoup plus la cible marketing des régimes que les hommes. Une femme sur deux a essayé de faire un régime contre un homme sur trois. Donc c'est pas par misogynie que je dis ça, c'est vraiment pour illustrer un propos qui a un chiffre derrière. Et depuis 5 ans, elle fait le yo-yo. À chaque fois qu'elle se dit qu'elle veut maigrir, elle tente une nouvelle méthode, et là, on a un sacré catalogue. Un coup, c'est du jeûne intermittent. Mais attention, hein, pas en 16h-8h. Maintenant, on est en 14h-10h. Parce qu'apparemment, selon TikTok, manger sur une fenêtre de 8 heures, ce serait dépassé. Une autre fois, on est sur une diète détox. Alors, petit spoiler en tant que médecin, la fonction de détox, ça s'appelle avoir un foie, avoir des reins. Ça marche très bien, c'est gratuit, c'est présent depuis la naissance, et il n'y a pas besoin de débourser 200 € pour une formation sur Instagram pour pouvoir le faire. Et la dernière en date, c'était la mode des super aliments, avec par exemple la mousse de mer. Ouais, ouais, ce machin-là, de l'écume, parce qu'un influenceur, évidemment totalement impartial, nous explique que ça contient 92 minéraux. 92. Wow! Et ça se passe toujours pareil. Au début, elle perd, vite, trop vite. Sauf que son rapport à l'alimentation, lui, il devient absolument misérable. Elle rate tous les restos, elle peut plus manger le moindre dessert, du coup elle se prive, et bizarrement, 3 mois après, elle reprend tout le poids qu'elle a perdu. Tu connais forcément quelqu'un comme ça. Peut-être même que cette personne, c'est toi qui es en train de regarder cette vidéo. Comment c'est possible que quelqu'un qui est capable, qui est motivé, qui est intelligent, échoue à chaque fois? Et surtout, comment on va faire pour l'aider à sortir de cette boucle? Là, t'as peut-être envie de me dire, oui, mais le problème, c'est elle, elle est pas assez disciplinée, elle a pas assez de motivation. Ou alors peut-être que la méthode miracle qui va marcher pour elle est pas encore devenue virale. Le truc, c'est qu'un problème qui est individuel, bah, ça concerne un individu. Et là, les statistiques montrent très clairement que c'est un problème qui est généralisable. Ça fait quasiment 70 ans qu'on a des études qui montrent que les gens qui suivent des régimes restrictifs reprennent quasiment tout leur poids après les avoir faits. Donc quasiment 3/4 de siècle qu'on suspecte que peut-être il y avait un problème, mais malgré tout on continue à vendre des méthodes. A priori, quand une personne échoue, c'est un problème personnel. Quand c'est quasiment tout le monde, peut-être que c'est le système qui déconne un peu. Et ça déconne où exactement? Bah, le problème déjà, il est dans le mot. Dis la phrase « je fais un régime ». C'est bon, c'est fait? Maintenant, écoute-toi parler. Dans cette phrase, ce que tu sous-entends, c'est que tu vas manger différemment pendant une période de temps. Et ça, c'est très bien pour un combattant UFC qui veut réussir une pesée. Mais a priori, si tu regardes cette vidéo, c'est pas ton cas. Toi, ce dont tu as envie, c'est de pouvoir atteindre un poids dans lequel tu te sentes bien, et surtout d'y rester sans que ce soit une expérience absolument détestable. Du coup, cette notion de régime qui a un début et une fin, bah ça marche pas. En fait, je suis pas médecin, mais... Ah bah si, je suis médecin en fait. Bah, je peux te le dire du coup, manger, c'est quelque chose que tu vas devoir faire du premier au dernier jour de ta vie. Donc de base, l'idée d'adopter des comportements limités dans le temps, ça t'apportera des résultats limités dans le temps. Dans ma dernière vidéo, juste ici, je t'expliquais un truc qui était essentiel. Pour que tes habitudes changent, c'est ton identité qui doit changer. Sauf que quand tu fais un régime, tu changes pas ton rapport ni à la nourriture ni à ton corps. Tu ouvres juste une parenthèse. Alors oui, tu perds du poids. Ça ok, ça peut marcher. Le problème d'une parenthèse qui s'ouvre, c'est qu'à un moment, forcément, elle se referme. Un régime, ça change ce que tu manges pendant le temps que tu le fais. Mais ça change jamais qui tu es. Et c'est exactement ce qu'elle fait depuis 5 ans. On lui a jamais donné des outils pour changer son rapport à l'alimentation, on lui a juste vendu des parenthèses. Si on sait que ces parenthèses marchent très rarement au long terme, pourquoi on continue à en vendre alors? Parce que c'est un business très lucratif. Et le pire, c'est que chaque année, on vend le même produit dans un emballage recyclé. Je pense que la majorité d'entre vous le savent, la perte de poids, ça vient d'un déficit calorique. L'index glycémique des aliments, ton groupe sanguin,
ton signe astrologique, la pression barométrique du Portugal, on s'en fiche. On en revient toujours à la balance entre les calories qui rentrent et les calories qui sortent. Ok, soit, mais alors pourquoi est-ce qu'il y en a qui te disent que tu as besoin de jeûner pour pas produire d'insuline, pour consommer tes graisses, que d'autres te disent que c'est parce que tu manges des aliments qui font t'inflammer que tu n'arrives pas à maigrir, ou qu'on te fait croire qu'après 40 ans, magiquement, ton corps change et que tu dois adopter une alimentation différente. Bah, parce que débrouille-toi pour être en déficit calorique la majorité du temps, c'est pas sexy, c'est pas vendeur. Alors que de détourner des arguments plus ou moins scientifiques, de manière plus ou moins honnête pour vendre des méthodes, là on est sur une sacrée stratégie marketing. Le déficit calorique, c'est un concept que tu peux pas breveter, que tu peux pas marketer et que tu peux encore moins vendre 298,99 € sur Instagram dans une formation. Et ça, c'est un phénomène qui est très connu en psychologie. Si une explication a l'air complexe, on a plus envie de la croire. Si je te dis « mange un peu moins sans t'affamer », bof hein, t'as pas trop envie d'y croire. Par contre, si je te dis « optimise ta fenêtre métabolique à l'aide d'un protocole de régulation insulinique basé sur une fenêtre temporelle », là, tu vas déjà me prendre pour un mec beaucoup plus intelligent que je ne le suis réellement, et tu auras beaucoup plus envie de me donner ton argent pour que je te vende une méthode secrète qui n'en est même pas une. Toutes ces méthodes, c'est juste des outils différents qui remplissent la même fonction. Tu jeûnes 16 heures par jour, ok. Tu réduis le nombre d'opportunités que tu as de manger, donc tu consommes moins de calories. Tu fais une diète cétogène et t'élimines tous les glucides, tu viens a priori de réduire de 50% ce que tu peux manger, donc tu manges moins. Idem, si tu décides d'arrêter de manger la moindre graisse, en plus de te séparer de ton envie de vivre, le gras, c'est la vie. Tu viens de te séparer d'une grosse partie de ton apport calorique. Et c'est là qu'elle est l'arnaque. On te vend le même outil, emballé dans un papier cadeau différent chaque année. Et le but, c'est pas de t'aider, c'est de se faire des sous. Et pendant ce temps-là, ma collègue, elle achète et consomme. Chaque année, on la pousse à consommer le même produit, vendu avec un nom différent. Ok, donc, il suffit de manger un peu moins. C'est ça? Bah, si c'est aussi simple, comment ça se fait que pour certaines personnes, ce soit aussi difficile? Le problème ici, c'est pas juste savoir quoi faire. Le problème, c'est ce que la restriction va venir faire à ton cerveau. Ton cerveau primitif n'a absolument pas été conçu pour se dire qu'il avait, oui ou non, le droit de manger du beurre de cacahuète. Il a été conçu pour deux signaux. J'ai faim, je vais chercher de la nourriture et je mange si j'en trouve. J'ai plus faim, j'arrête de manger. Si tu lui imposes des règles totalement arbitraires du genre les glucides après 18 heures c'est mauvais, ou j'ai pas le droit de manger un dessert, tu arrêtes de guider ton comportement par ces signaux, tu vas suivre un espèce de règlement intérieur complètement nul. On appelle ça de la restriction cognitive. Et concrètement, au lieu de manger quand t'as faim, tu vas manger quand ta fameuse fenêtre métaboliquement optimisée par ton insuline va te l'autoriser. Pour comprendre ce que c'est la restriction cognitive et ce que ça va faire à ton cerveau, on va faire un petit exercice ensemble. Ne pense pas à une pastèque. Ne pense surtout pas à une pastèque. Je répète, je ne veux pas que tu visualises une pastèque. Bon, je te demande pas, je sais très bien à quoi tu es en train de penser maintenant. Bah, c'est le même principe. Si tu t'interdis un aliment, tu vas le rendre beaucoup plus présent dans ton esprit. C'est ce qui fait que si par exemple tu adores les éclairs au chocolat et que tu décides que tu n'as plus le droit d'en manger, bah bizarrement, ton feed Instagram il va être rempli d'éclairs au chocolat. Et tu es déjà en train d'embrouiller ton cerveau avec ces histoires de règles, alors que lui, le fait que tu fasses un régime, il s'en fout un peu. Et il n'est pas seul, le reste de ton corps aussi s'en fiche un peu. Quand tu restreins ton apport en énergie, et que du coup, par conséquent, tu perds de la masse grasse, tu vas aussi diminuer la production d'une hormone qu'on appelle la leptine. La leptine, elle te sert à produire le signal de satiété. C'est-à-dire que ton cerveau se dise « je n'ai plus faim, j'arrête de manger ». Donc si tu manges moins, tu produis moins cette hormone, et donc, cette impression d'être rassasié arrive un peu plus tard. A l'inverse, ton estomac, lui, il va augmenter la production d'une hormone, qu'on appelle la gréline. Et l'augmentation de cette hormone, elle va signaler à ton cerveau qu'il a faim. Donc ton cerveau, il reçoit en même temps deux signaux, deux messages. Un qui dit « j'ai faim » et un autre qui dit « c'est plus compliqué de me rassasier ». Et plus ton déficit calorique il va être important et il va être prolongé, plus ces deux messages ils vont être forts. C'est pour ça que de dire à quelqu'un « mec, j'ai une méthode, grâce à ça, tu vas perdre 30 kilos en 6 mois », c'est vraiment pas lui faire un cadeau. Et il se passe quoi si tu mélanges ces espèces de règles rigides et arbitraires à en plus cette pression biologique que ces hormones vont créer? Et ben tu vas créer ce qu'on appelle le what the hell effect. Et oui, c'est un vrai nom scientifique.
En clair, foutu pour foutu, si je dépasse une règle, autant aller au bout des choses. Tu le connais ce craquage? Quand tu t'autorises un carré de chocolat, après t'en être privé pendant des semaines alors que tu adores ça, et que, de manière un peu incontrôlable, les 2 tablettes que tu avais dans le placard disparaissent, eh ben c'est que neurologiquement, ton cerveau, il n'attendait que ça. Et crois-moi, c'est vraiment pas lié à ta volonté. C'est avec tout ça que tu vas comprendre que dire à quelqu'un qui est en difficulté pour perdre du poids, bah, mange moins, c'est à peu près aussi productif que de dire à quelqu'un de dépressif, tu es triste? Eh ben arrête. Une restriction, même quand elle est bien faite, elle va créer de l'inconfort. C'est inévitable. Et quand on est inconfortable, on n'a qu'une envie, c'est que cet inconfort, il s'arrête. Et les diètes, toutes faites avec un plan alimentaire rigide, vont pas te permettre de t'adapter au niveau d'inconfort que tu vas ressentir. Du coup, le moment où ça s'arrête, et ton cerveau va vouloir que ça s'arrête le plus vite possible, tu vas reprendre tes anciens comportements parce que ton cerveau va refuser que cet inconfort, ce soit ton nouvel état de base. Et si tu refais ce que tu faisais avant, mais avec en plus une pression biologique à manger supplémentaire, il se passe ce qu'il doit se passer, tu remanges, tu reprends le poids que tu as perdu, et en plus tu gagnes un supplément culpabilité offert par la maison. Et qui dit culpabilité, dit que la prochaine fois que tu vas essayer, ça va être encore plus strict, donc encore plus inconfortable, et encore plus voué à l'échec. Je fais une parenthèse sérieuse en tant que psychiatre. Chez certaines personnes, les régimes restrictifs vont être la porte d'entrée vers des troubles du comportement alimentaire. Et autant des formes extrêmement graves qui finissent par une hospitalisation, que des formes moins diagnostiquées, plus invisibles, sur lesquelles on met pas vraiment de mots, mais qui peuvent quand même pourrir la vie des gens. Alors si tu te reconnais là-dedans, sache que c'est pas de ta faute, que t'es pas seul, et je t'encourage vraiment à te faire aider par un professionnel. Tu te souviens la femme dont je te parlais en début de vidéo? Bon, bah si t'as bien suivi jusque-là, c'est bon, t'as compris que elle manquait pas de volonté, ou de discipline, ou de motivation. Et elle a pas raté 5 fois un régime différent. Elle a réussi 5 fois à reproduire le même mécanisme. C'est bien sympa tout ça, mais concrètement, on fait quoi? Bon, tu t'en doutes, je vais pas te donner un plan alimentaire tout fait, je vais pas te préparer une liste d'aliments interdits, et je vais pas te filer un code promo pour un complément dont l'efficacité a moyennement été prouvée. À ce stade-là, ce serait un petit peu du foutage de gueule. Par contre, il y a des recommandations générales que tu peux mettre en place qui déjà vont poser des bases solides et vont te mettre en condition pour réussir au long terme. Déjà, si tu es en train de réfléchir en termes de durée, de OK, je veux perdre tant de kilos en tant de semaines, bon, c'est que t'as pas été très attentif depuis le début de la vidéo. Moi, ce que je te recommande plutôt, déjà, c'est de réfléchir à comment tu vas le mettre en place, ce déficit calorique qui sera supportable, mais nécessaire pour perdre du poids si c'est ton but. Là, tu as l'embarras du choix. Ça peut être de remplacer une portion de féculents par une portion de légumes, ça peut être de limiter certains grignotages, ça peut être d'enlever des calories liquides, bref, pour ça, tu fais un peu comme tu veux. Et une fois que tu as décidé de comment t'allais faire, pose-toi une question. Est-ce que je peux tenir ça pendant 5 ans sans problème? Si la réponse est non, c'est que ton point d'entrée, il est trop agressif, on revient à l'étape d'avant. Et une fois que tu te poses la question et que la réponse honnête est oui, je peux faire ça pendant 5 ans sans problème, ok, on démarre bien. Une fois que tu as commencé à mettre ça en place, va aussi falloir apprendre à évaluer comment tu te sens. Comme je te le disais, l'inconfort, la faim, c'est nécessaire et ça fait partie du fait d'être en déficit calorique. Mais il y a une grosse différence entre j'ai un peu faim, mais ça va, si j'y fais pas gaffe, c'est loin d'être insupportable et ça m'empêche pas de vivre ma vie. Et j'ai tellement faim que je pourrais tuer quelqu'un pour un tacos 3 viandes. Le premier, il est OK. Et surtout, plus tu vas t'habituer à être dans cet état, moins tu feras attention, ça va rouler tout seul. Le second, il y a de fortes chances qu'à un moment ou un autre, tu craques. Si tu veux courir un marathon, tu vas pas partir à pleine balle. Tu peux le faire si tu veux, ça va pas très bien se passer. Bah, ici, c'est pareil, ce que tu veux, c'est trouver ton rythme de croisière. En une phrase, ça pourrait se résumer à c'est un peu chiant, mais c'est pas insupportable et je pourrais le faire pendant 10 ans. Autre chose que tu vas devoir apprendre à évaluer, c'est de voir si, sans t'en rendre compte, tu commences à t'interdire des choses. Je te l'ai déjà expliqué, plus tu vas t'interdire des choses, plus tu vas y penser. Je sais que tu as encore la pastèque de tout à l'heure en tête. Manger un carré de chocolat, ça a jamais empêché qui que ce soit de maigrir. Par contre, me fracasser 2 tablettes tous les 5 jours parce que tu adores le chocolat et que tu t'interdis d'en manger, là ça va devenir plus délicat. La logique du tout ou rien, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir apprendre à éliminer. C'est logique, des petits écarts par rapport à ton plan de départ, des déviations, va y en avoir. Ça s'appelle la vie normale d'un être humain. Des restos avec tes amis ou ta famille, ton dessert préféré qu'on te propose, c'est pas grave. Une petite déviation, si tu l'acceptes en tant que telle, ça restera une petite déviation, ça finira pas en massacre alimentaire. Tu vois, le but, c'est pas d'avoir un plan précis et absolument parfait sur le papier.
En fait, c'est de changer ta philosophie par rapport à la nourriture et par rapport à comment ton corps fonctionne. La nourriture, le sport, l'activité physique, ça doit jamais être ni une récompense ni une punition. On ne se punit pas d'un repas en allant faire du sport, et pareil, on se récompense pas d'avoir fait une bonne séance de sport par un repas qu'on maîtrise pas. Un aliment, ça n'a pas de valeur morale. Une carotte n'est ni bonne ni mauvaise, c'est juste une carotte. Le but, c'est de créer un système qui est avant tout durable. Parce qu'un truc un peu chiant, mais que tu feras pendant 10 ans, ça marchera toujours mieux qu'un truc parfait, millimétré, mais absolument insupportable que tu lâcheras au bout de 6 semaines. Bon, et ma collègue dans tout ça? Il se passe quoi pour elle quand elle arrête de réfléchir à c'est quoi la meilleure méthode et qu'elle commence à se demander ok, qu'est-ce que je pourrais tenir toute ma vie? Le moment où elle arrête de se poser cette question, déjà elle arrête de voir la perte de poids comme une course. On va pas se mentir, c'est quand même plus agréable de faire les choses quand t'as pas l'impression de devoir rendre un espèce de rapport imaginaire à un patron qui n'existe pas dans 3 mois. Quand t'arrêtes de faire ça, tu commences à réfléchir en termes de modération et pas de radicalité. Du coup, t'arrêtes de t'affamer et de te punir à chaque fois qu'il y a une déviation du plan. Ma collègue, quand elle arrête de faire ça, les espèces de rebonds assez violents auxquels elle s'était habituée, ils commencent à disparaître d'eux-mêmes. Qui dit moins de rebonds, dit moins de culpabilité. Et qui dit moins de culpabilité, dit moins de rigidité. Et c'est comme ça qu'avec un peu de bon sens et beaucoup de patience, elle arrive à réparer le rapport qu'elle a à son alimentation et à son corps. Et le poids dans tout ça? Bah, le poids, il suit. Alors, plus lentement qu'avant peut-être, peut-être qu'elle perd pas 10 kilos en 6 semaines, par contre ce qu'elle perd, ça reste perdu. Et pourquoi? Bah, parce que le poids, ça a arrêté d'être un objectif. C'est juste la conséquence d'un système bien huilé. Ces 50 galères, c'est pas arrivé par manque d'effort. C'est arrivé parce qu'elle a continué à miser sur le même cheval boiteux qui changeait juste de nom à chaque course. Si ce que je t'ai raconté t'a parlé et que t'as déjà subi ton alimentation à cause de ces méthodes, n'hésite pas à me le dire en commentaire et même à me dire combien t'en as essayé. Et si ton rapport à la nourriture te fait souffrir au quotidien, tu n'as pas à gérer ça tout seul. J'ai mis dans la description de cette vidéo le numéro d'une ligne d'écoute dédiée aux troubles alimentaires. J'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et n'oublie pas, no brain, no gain.